Bonsoir et bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. Veille d'élection en Zambie dans un climat de violence. La campagne électorale a été marquée par plusieurs incidents entre les supporters d'Edgar Lungu et de son principal rival Hakainde Hichilema. Portrait du président sortant à suivre dans ce journal. Des menaces mises à exécution en RDC. De jeunes militants bloquent les routes des convois humanitaires dans le Nord Kivu. Ils reprochent aux Nations Unies de ne pas répondre aux besoins des populations locales. Et puis 400 Maliens de retour au pays après avoir tenté de s'installer en Algérie. Ils dénoncent une vie dans la clandestinité, mais surtout les violences à leur égard sur le territoire algérien. Témoignage à la fin de ce journal. Mais nous commençons d'abord par cette information cruciale. En Libye, les forces du gouvernement d'union nationale disent contrôler le centre dit de Ouagadougou, construit dans les années 2000 par le colonel Kadhafi à Sirte pour accueillir l'Union africaine. Le groupe État islamique s'en était emparé pour en faire son quartier général. L'offensive a été lancée il y a plusieurs semaines et ces forces libyennes sont soutenues par des frappes américaines pour la libération de Sirte. On en vient donc à la Zambie et cette veille de journée électorale cruciale dans le pays. Les électeurs sont appelés aux urnes pour un référendum sur la Constitution, les élections législatives, locales et surtout l'élection présidentielle où s'affrontent deux hommes. Hier, nous avons proposé un portrait du candidat de l'opposition, Hakainde Hichilema. Ce soir, Nicolas Germain s'est intéressé au profil du président sortant, Edgar Lungu. C'était il y a seulement 18 mois, la cérémonie d'investiture d'Edgar Lungu. Le nouveau président zambien allait compléter le mandat de Michael Sata qui était mort à l'hôpital. Edgar Lungu avait battu son rival Hakainde Hichilema de seulement 27 000 voix. Les deux mêmes hommes s'affrontent cette fois-ci. Mercredi, Edgar Lungu a tenu un grand meeting à Lusaka. Je promets de travailler encore plus pour vous si vous votez pour moi. Je promets de respecter les résultats. Je ne me battrai même pas pour rester à la présidence. Mais en même temps, je ne laisserai pas quelqu'un entrer à la présidence grâce à la violence, l'intimidation ou le harcèlement. Pour ses partisans, il représente un gage de stabilité. Je vote pour le président Lungu car on a besoin de continuité. Edgar Lungu a une formation d'avocat. Il a été ministre de la Justice et de la Défense. Pendant son mandat, la Zambie a subi de plein fouet la chute du cours du zinc, la première exportation du pays. 10 000 emplois ont été perdus. Les analystes admettent qu'il a eu peu de temps pour redynamiser l'économie. Plus inquiétant, selon eux, certains de ses derniers discours. Le président a menacé les leaders de l'opposition. Il a dit qu'il allait les faire arrêter après l'élection. Il a dit des choses comme « il faudra qu'ils acceptent les résultats », comme s'ils connaissaient les résultats à l'avance. Tout cela est regrettable, venant de la part d'un chef d'État qui participe aussi à l'élection. En Zambie, les campagnes électorales sont généralement calmes, mais pas cette fois-ci. Cette semaine, des images amateurs ont montré des partisans d'Edgar Lungu attaquer un bus appartenant à l'opposition. D'après les autorités, au moins 3 personnes sont mortes depuis le début de la campagne. La représentante de Human Rights Watch en République démocratique du Congo, Ida Sawyer, a quitté le pays. Elle y travaillait depuis 8 ans, mais son renouvellement de visa a été annulé. L'ONG dénonce, je cite, un moyen d'étouffer la voix de tous ceux qui dénoncent la répression et les exactions en RDC. De son côté, le gouvernement congolais n'a pas commenté ce départ. Et puis en RDC, toujours, et plus précisément au nord Kivu, des jeunes militants bloquent les véhicules humanitaires en route vers les camps de réfugiés du Massissi. Ils reprochent aux ONG et aux Nations Unies de ne pas répondre aux véritables besoins de la population. Le récit de Bassem Chebi. Le barrage a été installé à Saké, à 20 km de Goma. C'est la seule route pour accéder au camp. En bloquant cet axe, impossible pour les ONG d'atteindre les réfugiés. Lundi, ces groupes de jeunes ont mis leurs menaces à exécution. Ils estiment ne pas avoir été entendus. La première recommandation est que si ces ONG veulent travailler chez nous, qui nous amènent des projets qui répondent réellement aux besoins ressentis de la communauté. Des deux aussi, qui recrutent les jeunes du territoire de Massissi pour que ces jeunes évitent vraiment d'emboîter les pas dans les groupes armés. Dans cette région instable du Nord Kivu, plus de 142 000 déplacés sont répartis sur une trentaine de camps et bénéficient de l'aide internationale. Les jeunes manifestants reprochent aux humanitaires un manque de considération de la population locale. Ils estiment en outre être trop souvent exclus des programmes des Nations Unies. Préoccupé, le bureau de coordination de l'ONU parle de défaut de communication et invite les manifestants au dialogue.
Il y a sûrement une incompréhension parce qu'à maintes reprises, nous avons échangé avec eux et nous leur avons dit que nous travaillons sur base des principes humanitaires. En attendant que des négociations aient lieu, seuls Médecins sans frontières et la Croix-Rouge sont autorisés à circuler. Le Soudan du Sud rejette l'envoi de casques bleus supplémentaires et balaie donc la proposition des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU, un projet de résolution qui prévoit l'envoi de 4000 casques bleus. Le gouvernement sud-soudanais estime que ce renforcement de la MINUS s'apparenterait à un protectorat. C'est notre droit de protester. Et si les gens décident de nous l'imposer, ce sera en dehors des conventions régionales et en dehors même des règles des Nations Unies. Nulle part dans le monde on ne peut décider d'imposer cela. Oui, on sait que les États-Unis peuvent parfois décider de prendre des décisions unilatérales, car c'est une puissance mondiale. Alerte sanitaire en Centrafrique. Bangui annonce le début d'une épidémie de choléra à une centaine de kilomètres de la capitale. 10 personnes sont décédées. Écoutez la ministre de la Santé centrafricaine au micro de notre correspondant Edouard Dropsy. Le choléra, c'est une maladie très contagieuse. Nous demandons aux malades d'abord atteints de choléra de pouvoir faire les selles dans un récipient rien qu'à eux. Et maintenant, en cas de décès, que les parents ne manipulent pas les corps. Le gouvernement a déjà pris toutes ces dispositions avec l'appui des partenaires techniques et financiers pour pouvoir gérer cette épidémie. Les corps des 5 soldats maliens disparus après une attaque dans le Sardine ont été retrouvés à Ténenkou, près de Mopti, c'est dans le centre du Mali. Ils auraient été retrouvés dans un fleuve, mais rien n'indique s'ils sont morts noyés ou s'ils ont été jetés à l'eau après leur mort. Les autopsies sont en cours. Et puis toujours au Mali, plus de 400 migrants maliens ont été rapatriés. Ils ont été reçus à Bamako. Ils se trouvaient auparavant en Algérie où ils tentaient de s'installer, mais Alger peine à fournir des cartes de séjour aux ressortissants maliens. Ces rapatriés se disent même victimes de mauvais traitements. De violents affrontements avaient eu lieu le mois dernier à Tamen Rasset. Écoutez ce témoignage. Les Tamarasek algériens, ils ont commencé à frapper les gens et voler notre argent. Ils nous ont chassés de leur territoire. Est-ce que tu vois? On n'a rien fait. On demande à l'autorité malienne de nous aider, vraiment de nous aider. Parce qu'on a quitté notre pays pour aller chercher de l'argent, pour venir s'occuper de la famille. De quand on nous a chassés, on n'a plus rien. Même le transport pour aller à la famille, on n'a pas. Est-ce que tu vois? Donc on veut les autorités nous aident vraiment. Surtout, ils nous donnent du travail. Parce qu'on est allé, on a perdu beaucoup de temps là-bas. Témoignage recueilli à Bamako par Kaourou Makassa. Et nous terminons ce journal avec l'attente en Espagne de la famille de l'opposant équato-guinéen Gabriel Obiang-Obono. En vue de l'élection présidentielle d'avril dernier, il avait créé son parti politique, mais il a été empêché à la dernière minute de se présenter. C'est finalement Teodoro Obiang qui a été réélu. Gabriel Obiang-Obono reste en Guinée équatoriale, mais se dit menacé. Sa famille, elle, est à Saragosse, en Espagne. Notre correspondante, Valérie Labonne, les a rencontrés. Depuis début mai, Malia Jesus a laissé en Guinée équatoriale son mari, Gabriel Ncé Obiang, candidat à l'élection présidentielle, pour s'occuper de sa famille. Une semaine avant le scrutin, sa candidature est retirée et le siège de son parti des Citoyens pour l'innovation est encerclé par l'armée. Bilan, 6 blessés et des dizaines d'arrestations arbitraires. Regardez ce jeune homme, on lui a tiré une balle dans la main. Et celui-ci, vous voyez les traces de balles. Le couple et des dizaines de partisans resteront coincés sur place plus de 2 semaines. Malia Jesus réussira à fuir en Espagne où elle est exilée depuis près de 15 ans. Son mari a pourtant respecté toutes les conditions imposées par le régime pour former un parti d'opposition. Aujourd'hui, il est jugé et elle craint pour sa vie. Le président a dit qu'avec ou sans procès, il allait arrêter Gabriel et le tuer. Le jour où il devait se rendre au tribunal, ils ont voulu le conduire en prison. Ce qui l'a sauvé, c'est la présence diplomatique sur place. Malia Jesus et ses soutiens se rendent chez Efraín Garzón. Cet équatorien, ami de la famille, est devenu le conseiller en hydrocarbures de Gabriel. Selon lui, cette répression n'a qu'une seule explication. Avant les élections, il y a eu un très grand meeting dans la ville de Bata. Plus de 20 000 personnes ont assisté au discours de Gabriel.
Le président était hors de lui parce que jamais dans l'histoire du pays cela n'était arrivé. Les gens n'ont plus peur. Nous avons réussi à joindre Gabriel, toujours coincé à Malabo. L'ancien militaire nous raconte son quotidien sous les menaces du régime et la surveillance permanente de policiers civils. Il nous explique pourquoi il refuse de rentrer en Espagne. Cette accusation n'est qu'un alibi pour me sanctionner de manière injuste. De cette manière, ils veulent m'empêcher de participer aux prochaines élections législatives. Nous n'avons commis aucun délit. Gabriel reste pour ses partisans et veut éviter que le pays ne passe aux mains du fils du dictateur, Teodoro Obiang. Sa famille se bat depuis l'Espagne pour faire parler de lui et regrette le silence de l'ancienne puissance coloniale espagnole. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique, mais restez sur France 24, l'info continue.